10 ans. C'est le temps qu'il m'a fallu pour revenir à Lexington, ma ville natale, après avoir servi dans l'armée de l'air. En traversant les rues familières, je réalisais à quel point tout me semblait étranger. Les bâtiments avaient changé, les quartiers avaient évolué, et les visages que je croisais ne me disaient rien. Malgré tout, une étrange sensation de nostalgie m'enveloppait. C'était comme si une partie de moi avait été laissée ici, attendant patiemment mon retour. C'est en sortant d'un café du centre-ville que je l'ai vue pour la première fois depuis des années. Mélanie. Elle n'avait pas tellement changé, en tout cas pas dans mon esprit. Son sourire était toujours aussi éclatant, cette énergie débordante qui semblait illuminer tout autour d'elle. Elle m'a reconnu immédiatement, criant mon nom et courant vers moi pour m'enlacer. Cet élan d'affection m'a surpris, mais je ne pouvais m'empêcher de sourire. Mélanie avait ce don de rendre les gens à l'aise, comme si aucune distance ni aucun temps ne pouvait altérer les liens qu'elle formait. Après quelques échanges maladroits et des blagues sur la vie qui nous avaient éloignés, elle m'a invité à dîner. Pour rattraper le temps perdu, disait-elle en riant. J'ai accepté, sans trop réfléchir. Il y avait quelque chose de réconfortant dans sa présence, comme si elle ramenait un peu de lumière dans ma vie encore marquée par l'austérité des années militaires. Nos premières rencontres étaient simples et naturelles. Je parlais peu, Mélanie compensait en parlant pour deux. J'avais appris à observer, à analyser, à anticiper, tandis qu'elle vivait dans l'instant présent, savourant chaque seconde avec une intensité presque contagieuse. Elle riait beaucoup, parlait vite et dépensait sans compter. J'étais fasciné par sa spontanéité, même si cela contrastait fortement avec ma discipline rigoureuse et mon goût pour la simplicité. Au fil des mois, une routine s'est installée entre nous. Des promenades en ville, des dîners improvisés, et des soirées passées à parler de tout et de rien. Elle me racontait ses aventures professionnelles, ses rêves un peu fous, et moi, je partageais des morceaux de mon passé, des histoires que je n'avais jamais racontées à personne. Elle écoutait toujours avec une attention qui me désarmait. 2 ans ont passé comme dans un souffle. Mélanie avait transformé ma vie de manière que je ne pouvais expliquer. Elle avait ce talent pour briser les murs que je m'étais construit et m'apprendre à apprécier les petites choses. Ce fut donc tout naturellement que, un soir d'automne, alors que les feuilles rougeoyaient sous les derniers rayons du soleil, je lui ai demandé de m'épouser. Je me souviens de son regard ce jour-là, incrédule d'abord, puis débordant de joie. Elle a sauté dans mes bras, répétant un oui enthousiaste entre des éclats de rire. À cet instant, je croyais fermement que j'avais trouvé l'équilibre parfait entre nos deux mondes opposés, convaincu que notre amour serait assez fort pour combler les écarts. L'avenir semblait brillant, et je ne pouvais imaginer qu'un jour, cette lumière pourrait vaciller. Les premières années de notre mariage furent un tourbillon. Mélanie et moi étions sur un petit nuage, convaincus que notre amour pouvait surmonter n'importe quel obstacle. Notre lune de miel s'était prolongée bien au-delà du voyage initial, et même les défis du quotidien semblaient plus légers avec elle à mes côtés. Puis Anna est arrivée. La naissance de notre fille a été une bénédiction, mais aussi un test pour notre relation. Les nuits blanches, les pleurs interminables, et les montagnes de couches à changer auraient pu nous épuiser, mais à la place, elles nous ont rapprochés. Mélanie avait ce talent pour transformer les moments les plus éreintants en souvenirs précieux. Je me souviens des nuits où nous rions à en pleurer en essayant de calmer Anna. C'était comme si, malgré les difficultés, nous étions plus unis que jamais. Au fil du temps, cependant, les responsabilités ont commencé à peser. Mon travail dans une entreprise de télécommunications exigeait de longues heures, souvent 60 par semaine, pour maintenir un revenu stable. Mélanie, de son côté, travaillait à temps partiel. Cela lui permettait de passer plus de temps avec Anna, mais ses habitudes de dépenses restaient un point de tension. Elle avait toujours cette spontanéité, cette envie de profiter de l'instant présent, qui se traduisait par de petites folies régulières. Des vêtements pour elle, des jouets pour Anna, des décorations pour la maison. Rien de vraiment extravagant, mais suffisamment pour que je commence à me demander si nos priorités étaient alignées. Malgré cela, nous avons tenu bon. Les années où Anna était petite furent remplies de moments joyeux. Les rires autour de la table, les aventures dans le parc, et les soirées passées à lire des histoires de princesses et de dragons. Mélanie brillait dans son rôle de mère, et même si notre couple avait ses hauts et ses bas, nous trouvions toujours un moyen de revenir l'un vers l'autre. Mais alors qu'Anna grandissait, quelque chose a changé. Adolescente, elle devenait plus indépendante, et la dynamique familiale s'est transformée. Mélanie et moi n'avions plus cette connexion naturelle qui nous portait autrefois. Les conversations se faisaient plus rares, les éclats de rire moins fréquents.
Nous étions ensemble, mais pas vraiment. Nous occupions la même maison, partagions les mêmes repas, mais vivions presque comme des colocataires. Je rentrais du travail tard, souvent épuisé, et Mélanie semblait avoir son propre monde. Elle continuait à s'occuper d'Anna, à gérer la maison, mais entre nous, quelque chose s'effritait. Nos soirées étaient silencieuses, chacun absorbé par ses propres pensées. Les rares moments où nous parlions, c'était pour discuter des factures, des courses, ou des besoins de Anna. Les discussions profondes, celles où nous explorions nos rêves et nos peurs, semblaient appartenir à une époque lointaine. Il y avait des jours où je regardais Mélanie et me demandais où était passée la femme qui avait illuminé ma vie. Je voyais toujours son sourire, mais il me semblait plus distant, presque mécanique. Et je me demandais si, quelque part, elle ne se posait pas les mêmes questions à mon sujet. Nous étions devenus des voisins sous le même toit, deux personnes partageant une histoire commune, mais plus vraiment une vie commune. Et même si aucun de nous ne voulait l'admettre, cette réalité pesait lourdement sur notre mariage. Un soir comme tant d'autres, après une longue journée de travail, je suis rentré à la maison avec l'espoir d'un peu de répit. Mais en ouvrant la porte, j'ai senti immédiatement que quelque chose n'allait pas. La maison était silencieuse, bien trop silencieuse. Pas de rire, pas de bruit de pas, rien. Le genre de silence qui n'apporte pas la paix, mais le doute. J'ai appelé le nom de Mélanie, puis celui de Anna. Pas de réponse. J'ai vérifié la cuisine, le salon, et même les chambres. Tout était en ordre, mais il manquait l'essentiel, elle. Une vague d'angoisse a commencé à me submerger, mais c'est en entrant dans notre chambre que le coup est tombé. Sur le lit, soigneusement posé au centre, une lettre. Mon nom était écrit dessus d'une écriture précipitée que je reconnaissais trop bien. Avec une appréhension croissante, j'ai ouvert l'enveloppe. Les premières lignes étaient comme des coups de poing invisibles. Mélanie m'annonçait qu'elle partait. Pas seule. Elle partait avec Tom. Mon meilleur ami. Chaque mot était une lame aiguisée. Jack, je ne peux plus continuer ainsi. La vie avec toi est un désert. Tu es paresseux, sans ambition, sans intérêt. Tu es devenu gros et pathétique. Je mérite mieux. Nous méritons mieux. Tom et moi partons commencer une nouvelle vie. Je relisais ces phrases encore et encore, espérant qu'elles se réarrangeraient pour révéler autre chose, quelque chose de moins cruel, de moins destructeur. Mais non. Les mots restaient les mêmes, impitoyables. Tom. Le même Tom avec qui j'avais grandi, celui qui m'avait soutenu quand j'étais perdu, celui à qui je confiais tout. Je n'arrivais pas à comprendre. Comment avait-il pu faire ça? Comment avait-il pu me faire ça? Le choc m'empêchait presque de respirer. Mais ce n'était que le début. En vérifiant nos comptes bancaires, j'ai découvert une autre trahison, encore plus pragmatique. Ils avaient pris $20 000 de notre compte commun. $20 000. Toutes ces années de travail acharné, ces économies patiemment accumulées pour l'avenir d'Anna, envolées. Ils étaient partis, me laissant seul avec une maison vide et un cœur brisé. Je me suis assis dans le silence glacial du salon, la lettre froissée dans mes mains tremblantes. Je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais pas penser. Tout ce que je savais, c'est que le monde que j'avais construit s'était effondré en une seule soirée. Je me suis demandé où j'avais échoué. Est-ce que j'avais vraiment été si terrible? Est-ce que tout ce que Mélanie m'avait dit dans cette lettre était vrai? Ou est-ce qu'elle cherchait simplement à justifier l'injustifiable? Les questions se bousculaient dans ma tête, sans réponse. Tout ce que je pouvais sentir, c'était un mélange de rage, de douleur et de trahison si profond qu'il semblait m'écraser. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je n'en aurais pas été capable, même si je l'avais voulu. Je me suis assis dans cette maison qui résonnait du vide qu'ils avaient laissé, essayant de comprendre comment tout avait pu si mal tourner. Mais plus je cherchais des réponses, plus je me rendais compte qu'une partie de moi savait que cette trahison allait me hanter pour le reste de ma vie. Le premier mois après leur départ a été un véritable enfer. Chaque journée s'étirait comme un désert sans fin, chaque nuit était un combat pour trouver un semblant de sommeil. 3 ou 4 heures par nuit, c'était tout ce que je pouvais espérer. Je redoutais les moments de silence, ceux où mes pensées devenaient insupportables. Alors, je me suis réfugié dans le travail. Des heures supplémentaires, des projets que personne ne voulait prendre en charge, tout pour occuper mon esprit et éviter ce vide oppressant qui m'attendait à la maison. Pourtant, même avec tout ce tumulte, quelque chose en moi refusait de céder à l'autodestruction. J'ai arrêté de boire.
C'était un réflexe, une manière de regagner un semblant de contrôle. Les week-ends, au lieu de rester affalé sur le canapé à ressasser, je suis allé courir. La première fois, c'était un fiasco. 2 minutes sur la route, et j'étais déjà à bout de souffle. Mais je suis retourné courir le lendemain, puis le jour suivant. Chaque foulée était une manière de canaliser la rage et la douleur. Peu à peu, les kilomètres s'accumulaient. Je me suis surpris à apprécier ces moments où mon esprit était vidé, où tout ce qui comptait était le rythme de ma respiration et le bruit de mes pas. En quelques mois, j'ai perdu 15 kilos. Mon reflet dans le miroir commençait à ressembler à quelqu'un que je n'avais pas vu depuis des années. Pas seulement physiquement, mais mentalement aussi. Ce que je voyais, c'était un homme qui essayait de se reconstruire, morceau par morceau. Mais ce n'était pas aussi simple. La solitude, bien qu'écrasante, était aussi une force brutale et honnête. Elle m'a obligé à me regarder en face, à faire le point sur ce que j'étais, ce que j'avais fait, et ce que je voulais devenir. Je me suis souvent dit que Mélanie portait l'entière responsabilité de notre rupture. Après tout, c'était elle qui était partie, elle qui avait trahi notre confiance. Mais avec le temps, j'ai commencé à voir les choses différemment. J'avais aussi mes torts. J'étais tellement absorbé par le travail, par mes propres préoccupations, que je n'avais pas toujours été là pour elle. J'avais pris certaines choses pour acquises, son amour, sa présence, son dévouement. Et dans cette routine, j'avais perdu de vue l'importance de nourrir notre relation. Mélanie avait besoin d'attention, d'affection, d'un rappel constant qu'elle comptait pour moi. J'avais échoué à lui donner cela. Admettre cela n'a pas été facile. C'était comme arracher une couche de protection que j'avais construite pour me préserver. Mais c'était nécessaire. Ce n'était pas pour lui pardonner ou minimiser ce qu'elle avait fait. C'était pour comprendre, pour grandir, pour éviter de répéter les mêmes erreurs. Ces jours-là, je passais souvent des heures à écrire dans un carnet. Les mots étaient maladroits au début, mais peu à peu, ils ont commencé à former une sorte de thérapie. J'écrivais sur mes regrets, sur ce que j'aurais voulu changer, sur ce que je voulais pour l'avenir. Ce n'était pas une recette miracle, mais c'était un début. Petit à petit, j'ai appris à m'accepter, avec mes défauts et mes échecs. Et surtout, j'ai compris qu'il ne s'agissait pas seulement de survivre à cette trahison, mais de trouver un nouveau sens, une nouvelle manière de vivre. Pour moi. Pour Anna. Pour la personne que je voulais devenir. Au milieu du chaos de ma vie, j'ai commencé à chercher des points d'ancrage, des personnes qui pourraient m'aider à y voir plus clair. Nora, notre responsable de bureau, était l'une de ces personnes. Elle avait toujours une aura calme, une sorte de sagesse tranquille qui inspirait confiance. Depuis que je travaillais avec elle, j'avais remarqué son écoute attentive et son habileté à conseiller les autres, même dans des situations délicates. C'est pour ça que, un matin, j'ai pris mon courage à deux mains et je l'ai invitée à déjeuner. Je n'étais pas sûr de ce que je voulais obtenir de cette rencontre, mais je savais que j'avais besoin de parler. Elle a accepté sans hésiter, avec ce sourire chaleureux qui semblait toujours dire « tout ira bien ». Nous nous sommes retrouvés dans un petit restaurant non loin du bureau, un endroit simple mais confortable. J'étais nerveux, et je crois qu'elle l'a remarqué. Elle a brisé la glace en parlant du travail, des petits tracas du quotidien, et peu à peu, je me suis détendu. Quand l'entrée est arrivée, je me suis enfin décidé à aborder le sujet qui me hantait. Je voulais vous demander quelque chose, ai-je dit en jouant nerveusement avec ma fourchette. En tant que femme, comment vous interpréteriez ça? Elle a posé ses couverts, me lançant un regard curieux mais bienveillant. Ça dépend de ce que ça l'est, a-t-elle répondu avec un petit sourire. J'ai pris une profonde inspiration, hésitant un instant. Puis j'ai raconté. La lettre de Mélanie, les mots cruels, la trahison avec Tom, tout. Je ne savais pas pourquoi je me sentais en confiance avec Nora, mais c'était le cas. Peut-être parce qu'elle avait cette capacité rare d'écouter sans juger, de laisser les autres s'exprimer sans chercher à combler les silences. Quand j'ai fini, elle a hoché la tête lentement, ses yeux remplis de compassion. Jake, cette lettre. Elle a marqué une pause, choisissant ses mots avec soin. Elle en dit bien plus sur Mélanie que sur toi. Quelqu'un qui ressent le besoin de rabaisser les autres pour justifier ses propres choix ne fait que projeter ses propres insécurités. Ces mots ne sont pas une vérité sur toi, mais un miroir de ses propres manques. Ces paroles ont eu un effet que je ne pouvais pas anticiper. C'était comme si un poids invisible s'allégeait. Toute ma colère,
ma honte et mon sentiment d'humiliation avaient été validés, mais pas de la manière dont je l'attendais. Nora ne m'encourageait pas à haïr Mélanie, mais à reconnaître que son acte était plus une faiblesse de sa part qu'un reflet de ma valeur. « Vous croyez ?» ai-je demandé, ma voix hésitante, presque un murmure. « J'en suis certaine », a-t-elle répondu avec assurance. « Tu es un homme qui a traversé une tempête, Jake. Ce que Mélanie a fait ne te définit pas. Ce qui te définit, c'est ce que tu fais après. » Je l'ai regardée, absorbant chacune de ses paroles. Elle ne savait peut-être pas à quel point ces mots avaient résonné en moi, mais ils étaient exactement ce dont j'avais besoin. Nous avons continué à parler, plus légèrement cette fois, mais cette conversation avait changé quelque chose en moi. Je me suis surpris à rire, un vrai rire, pour la première fois depuis des mois. Quand nous sommes retournés au bureau, je me sentais étrangement plus léger. Ce déjeuner avec Nora n'avait pas effacé mes blessures, mais il avait planté une graine d'espoir, une conviction que, peut-être, il y avait encore quelque chose à reconstruire. Et pour la première fois depuis longtemps, je me suis permis d'y croire. Les déjeuners avec Nora se sont transformés en une sorte de rituel hebdomadaire, puis en dîners occasionnels. Chaque conversation avec elle m'apportait une clarté que je n'avais jamais envisagée auparavant. Elle avait cette manière de poser les bonnes questions, celles qui forçaient à aller au-delà des évidences, à explorer les vérités inconfortables. Mais ce n'était pas seulement cela. Sa présence était apaisante, et pour la première fois depuis longtemps, je n'avais pas l'impression de porter seul le poids de ma reconstruction. C'est Nora qui m'a fixé un objectif, perdre 10 kilos supplémentaires. Pas pour me transformer en une version idéalisée de moi-même, mais parce qu'elle savait que j'avais besoin d'un but concret, d'une victoire tangible sur le chaos qui avait envahi ma vie. « Tu ne fais pas ça pour Mélanie, ni pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, m'avait-elle dit un soir, en sirotant un thé après le dîner. Tu le fais pour toi, Jake. Parce que tu mérites de te sentir bien, dans ton corps et dans ta tête. » Elle a tenu parole, me soutenant à chaque étape. Elle m'a encouragé à essayer des choses nouvelles, à sortir de ma zone de confort. Que ce soit en rejoignant une salle de sport, en apprenant à cuisiner des repas équilibrés, ou en me lançant dans des randonnées les week-ends, Nora était toujours là, parfois même à mes côtés, à me pousser quand je voulais abandonner. Chaque kilo perdu devenait un symbole de ma progression, un rappel que je pouvais me relever, peu importe la chute. Mais il y avait plus que ça. Les moments passés avec Nora sont devenus des refuges, des instants où je pouvais être pleinement moi-même sans crainte de jugement. Nous avons commencé à partager des histoires personnelles, des souvenirs, des rêves. Elle m'a raconté sa propre vie, ses propres échecs, et comment elle avait appris à en tirer des leçons. Ces confidences ont tissé entre nous un lien plus fort que je n'aurais pu l'imaginer. Un soir, alors que nous dînions chez moi, elle a apporté une bouteille de vin et a proposé un toast. « À toi, Jake » a-t-elle dit en levant son verre. « Pour tout ce que tu as accompli et tout ce qui t'attend. » Ces mots m'ont touché plus profondément que je ne voulais l'admettre, et avant que je ne m'en rende compte, je l'ai embrassée. Ce n'était pas prémédité, mais c'était naturel, comme si toutes nos conversations, tous nos partages nous avaient menés à cet instant. Nora et moi sommes tombés amoureux doucement, presque imperceptiblement, mais avec une force qui ne laissait aucun doute. Elle n'était pas là pour combler un vide ou pour me faire oublier Mélanie. Elle était là parce qu'elle voyait en moi quelque chose que je n'arrivais pas encore à voir. Elle croyait en moi, et cette fois m'a donné le courage de me reconstruire non seulement pour moi-même, mais aussi pour nous. Le moment décisif est venu lorsque j'ai présenté Nora à Anna. J'étais nerveux, incertain de la réaction de ma fille. Anna avait déjà beaucoup traversé, et je ne voulais pas la brusquer. Mais contre toute attente, leur connexion a été instantanée. Nora avait un don pour mettre les gens à l'aise, et avec Anna, c'était encore plus évident. Elles ont passé des heures à parler, à rire, à échanger sur tout et rien. En quelques semaines, elles sont devenues proches, presque comme des amies. Voir Anna heureuse, accueillant Nora dans notre vie avec une telle facilité, m'a rempli d'un bonheur que je n'avais pas ressenti depuis des années. C'était la confirmation que nous étions sur la bonne voie, que ce nouveau chapitre de ma vie n'était pas seulement une réparation, mais une renaissance. Avec le temps, nous avons commencé à construire quelque chose de solide, quelque chose qui ressemblait à une véritable famille. Nous avions des traditions, les soirées cinéma avec des pop-corn, les dimanches matins à cuisiner des pancakes ensemble, les longues promenades dans le parc. Chaque moment, aussi simple soit-il, était une victoire sur le passé, une affirmation que nous méritions tous une seconde chance. Nora n'était pas seulement devenue ma compagne, elle était devenue un pilier, une alliée, et surtout,
une amie pour Anna. Elle apportait dans nos vies une chaleur et une stabilité que je pensais avoir perdues à jamais. Ensemble, nous avons prouvé que même les blessures les plus profondes peuvent guérir, que le bonheur est toujours possible, même après les pires épreuves. Ce nouveau chapitre de ma vie, je le vivais avec gratitude, et surtout, avec un amour renouvelé, celui que Nora et Anna m'avaient appris à retrouver en moi. Les mois se sont transformés en années, et la vie a pris un tournant que je n'aurais jamais imaginé au moment où tout semblait s'écrouler. Après avoir touché le fond, j'avais trouvé la force de me relever, et cette énergie, je l'ai canalisée dans mon travail. J'ai commencé à m'investir pleinement, mettant en œuvre des idées et des stratégies que j'avais toujours voulu défendre, mais que je n'avais jamais osé proposer. Petit à petit, mes efforts ont été remarqués. Mes supérieurs ont vu les résultats, mes réformes ont permis de réduire les coûts de l'entreprise de 30%, tout en augmentant l'efficacité globale des opérations. Cette reconnaissance a culminé avec une promotion que je n'aurais jamais cru possible. On m'a nommé vice-président de l'entreprise, un poste qui m'a permis de superviser un département entier et de contribuer encore davantage à son succès. Je n'étais pas seulement un employé, j'étais devenu un leader. Et cette réussite, je la devais en grande partie à la confiance que Nora m'avait insufflée. C'est elle qui m'avait rappelé que je valais quelque chose, même après que Mélanie m'ait laissé croire le contraire. Nora était là pour célébrer chaque étape, chaque victoire, petite ou grande. Elle n'était pas seulement ma compagne, mais mon plus grand soutien, ma partenaire dans tout ce que je faisais. Un an après ce premier dîner qui avait tout changé, nous nous sommes mariés. La cérémonie était simple, mais belle. Anna était là, bien sûr, jouant un rôle essentiel dans cette journée mémorable. Elle était ravie de voir que Nora faisait désormais partie de notre famille. Ce jour-là, je me suis promis de chérir cette nouvelle vie que nous avions construite ensemble, une vie remplie d'amour, de respect et de soutien mutuel. Notre quotidien était empreint de bonheur. Il n'y avait pas de grands gestes extravagants, mais des moments simples et authentiques, des soirées à cuisiner ensemble, des voyages spontanés, ou même des dimanches paresseux à regarder des films. Nora et Anna étaient devenus le centre de mon univers, et ensemble, nous avons trouvé une harmonie que je n'aurais jamais cru possible. Mais la vie, même heureuse, n'est jamais totalement exempte de fantômes du passé. Un jour, alors que je rentrais chez moi après une longue journée de travail, mon téléphone a sonné. Le numéro était inconnu, mais la voix à l'autre bout du fil était impossible à oublier. Mélanie. Jake, c'est moi, a-t-elle dit, hésitante. Il y avait une vulnérabilité dans sa voix que je n'avais jamais entendue auparavant. Elle m'a expliqué qu'elle était dans une mauvaise passe, que sa relation avec Tom n'avait pas fonctionné et qu'elle se retrouvait seule, avec des dettes et des regrets. Elle voulait mon aide, peut-être un prêt, peut-être juste une oreille attentive. Mon cœur a eu un pincement, non pas par amour, mais par souvenir. Mélanie avait été une partie importante de ma vie, mais en l'écoutant, j'ai réalisé à quel point je m'étais éloigné de cette époque. Les blessures qu'elle avait laissées s'étaient refermées, et ce qu'il restait de cette relation appartenait au passé. Je lui ai répondu calmement, avec politesse, mais sans aucune promesse. Mélanie, je suis désolé pour ce que tu traverses, mais je ne peux pas t'aider. J'ai tourné la page, et je te conseille de faire de même. Elle a semblé surprise par ma réponse, mais elle n'a pas insisté. Quand j'ai raccroché, j'ai ressenti un mélange de soulagement et de satisfaction. C'était comme fermer définitivement une porte que je n'avais jamais eu le courage de claquer avant. Ce soir-là, en retrouvant Nora et Anna à la maison, j'ai ressenti une gratitude immense. J'avais traversé des tempêtes, mais elles m'avaient mené ici, à cette vie que j'aimais profondément. Nora a remarqué mon sourire et m'a demandé, « Quelque chose de bien s'est passé aujourd'hui ?» Oui, ai-je répondu en la prenant dans mes bras. Je viens juste de me rendre compte que je suis exactement là où je suis censé être. Ce nouveau chapitre n'était pas seulement une revanche sur le passé, c'était une preuve que les secondes chances, lorsqu'elles sont bien saisies, peuvent mener à quelque chose de bien plus grand. Nous vivions heureux, soutenus par l'amour et la confiance que nous partagions, et plus rien ne semblait pouvoir ébranler la vie que nous avions bâtie ensemble.